Bonjour tout le monde, mon nom est Annabelle Boyer, je suis l'auteure du livre Le lac des loups. Et cette version que vous voyez, en fait, c'est une troisième édition, c'est une version bonifiée qui vient juste de sortir. Et c'est le tome 1, en fait, d'une série. Puis souvent, quand les gens lisent le livre, ils me demandent c'est quoi la partie de ce livre-là qui est vraiment une fiction et c'est quoi la part qui est une réalité. Parce que c'est sûr que quand on écrit une fiction, il y a des aspects qui sont vrais, il y a des aspects qui ont été, je vous dirais, augmentés ou enrichis, puis il y a des aspects qui sont complètement fictifs. Évidemment, bon, la plupart des gens me demandent est-ce que le lac des loups existe pour vrai? Oui, le lac des loups existe pour vrai. C'est un petit lac qui se situe en Outaouais. Et je le connais parce que j'ai une de mes tantes qui habitait là-bas pendant de nombreuses années. Et dans les aspects qui sont vrais, bien évidemment, je vous parle entre autres du lotier corniculé, qui est une plante qui vit au Québec, qu'on retrouve un peu partout d'ailleurs. Et quand j'étais adolescente, j'adorais étudier les plantes, leurs vertus médicinales, les plantes qui étaient comestibles, les plantes qui étaient dangereuses. Donc, ma grand-mère m'avait prêté plein de livres sur le sujet. C'est comme ça que j'ai découvert le lotier corniculé. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'est une plante qui servait, il y a très, très longtemps, comme somnifère. Mais il y a des gens qui ont abusé en termes de quantité et de concentration et ça a amené des taux de toxicité et ça a amené aussi des mortalités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait que c'est une plante qui est toxique parce qu'on peut en extraire de l'acide cyanhydrique, donc du cyanure. Donc, et c'est une plante que j'ai appris à observer parce que je me suis rendu compte que ça poussait partout. Et je me souviens entre autres que quand j'habitais à Mont-Laurier, un de mes oncles était le maire de Mont-Laurier et je m'étais rendu compte que là où avait lieu le rassemblement des enfants du camp de jour, il y en avait beaucoup du lotier corniculé. Et j'avais prévenu mon oncle, il avait fait tout arracher cette partie-là, justement pour protéger les enfants. Donc cette plante-là, je la connais bien. J'ai appris à bien la repérer pour évidemment m'assurer que mes enfants n'étaient pas en contact avec cette plante-là. On s'entend, ça prend une très forte dose. On parlait de 15 infusions par jour pour être en mesure d'être vraiment dangereux. Mais je préférais quand même ne pas en avoir à proximité. Alors c'est pour ça que quand j'ai voulu trouver un poison qui était fait à base de plantes du Québec, j'ai pensé tout de suite au lotier corniculé. Dans les autres aspects qui sont vrais, il y a une scène qui se passe entre autres dans les algues. Et le personnage qui va plonger à l'eau, Gabrielle, se rend compte que les algues sont visqueuses, qu'elles sont très, très, très longues et qu'elles s'enroulent autour de ses membres et qu'elles se prennent dans ses cheveux. Vous le voyez, j'ai des cheveux longs. Quand j'étais adolescente, j'allais très souvent au chalet de ma grand-mère, au lac des Îles, près de Mont-Laurier. Et un de mes oncles installait un quai qui était beaucoup plus loin. Il y avait un quai sur le bord du lac et un quai beaucoup plus loin dans le lac qui était ancré, donc qui était attaché à une énorme pierre. Ce qui faisait qu'on pouvait se rendre au deuxième quai à pied, mais on pouvait plonger. Et de l'autre bord du quai, mais là, on avait suffisamment d'eau pour pouvoir plonger sans problème. Mais de l'autre côté du quai, il y avait un tapis de vase et il y avait de très grandes algues qui venaient pousser jusqu'à la surface. Et comme dans cette zone-là, on pouvait avoir facilement 9 pieds de haut, mais les algues, à la fin de l'été, avaient vraiment toute la longueur et se rendaient jusqu'à la lisière de l'eau. Et à ce moment-là, bien, quand on plongeait là-dedans, évidemment, c'est un peu visqueux comme texture. Et quand on plongeait, bien, inévitablement, comme il y en avait beaucoup, ça s'enroulait autour de nos jambes, ça s'enroulait autour de nos bras. Et dans mon cas, ça se prenait dans mes cheveux. Et quand j'essayais de le déprendre, j'avais en effet l'impression que c'était poisseux, que ça se défaisait dans mes mains. Je détestais ça. Ça me terrorisait. J'avais le cœur qui débattait sans bon sens à chaque fois que j'allais dans ces algues-là. Ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis tannée et je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, avoir peur des algues. Alors, un été, j'ai décidé que j'allais sur le quai, je plongeais dans les algues, je remontais sur le quai, je replongeais et je pouvais faire ça pendant tout un après-midi pour essayer de me désensibiliser de cette peur-là, pour faire en sorte que mon rythme cardiaque soit plus normal quand j'étais en contact avec des algues. Et je faisais ça plusieurs fois et je retournais une autre journée, je replongeais pendant plusieurs heures dans les algues pour me désensibiliser. C'est pour ça qu'il y a une scène en particulier qui se situe dans les algues pour que vous puissiez être en mesure vraiment de ressentir ce que l'on ressent quand on est dans l'eau, quand on est entouré de ces algues-là. Puis évidemment, bien, quand est venu le temps de décrire cette scène-là, j'ai pris le temps de retourner dans les algues, de plonger dans l'eau, de rester dans l'eau pour me remémorer les sensations. Parce que quand un auteur ou un écrivain se remémore les sensations, bien à ce moment-là, les mots sont plus fluides et on le ressent quand on le lit. Ce qui fait que quand est arrivé, entre autres, la scène
où c'est Charles qui se retrouve dans une chaloupe avec d'autres personnes et la tempête se lève, ça devient dangereux et il y a quelque chose dans l'eau. Évidemment, ça m'est arrivé souvent d'être sur le lac, d'être dans un canot et que le vent se lève et qu'il se met à mouiller. Il faut qu'on rentre, puis l'orage a le temps de commencer. Je l'ai vécu souvent. Mais j'ai pris le temps aussi de discuter avec une amie qui était allée faire une randonnée avec, je pense que c'était avec un ponton. Et toute la famille était sur le ponton et ils étaient au Basque-Attendre. Donc, une très, très, très grande étendue d'eau dans les Hautes-Laurentides, à peu près, je vous dirais à peu près 1 heure de Mont-Laurier. Et ils ont été pris par la tempête. Et évidemment, un ponton, c'est pas fait pour aller très vite. Et c'est pas fait non plus pour vous protéger en cas de tempête. Et ils ont tous trouvé ça très difficile. Et j'ai pris le temps de m'asseoir avec mon amie pour être en mesure de revivre avec elle les émotions, le son du vent quand on est sur un lac, c'est très, très, très particulier. Le type de vague, les moutons sur les vagues, le choc de l'eau sur le bateau, le stress des gens sur le bateau. Donc, elle m'a raconté cette histoire-là. Et cette scène-là, je l'ai écrite en étant installée sur la galerie que vous voyez en ce moment. Évidemment, j'ai un toit au-dessus de la tête. J'ai pris une chaise et j'ai écrit cette scène-là pendant un orage. Donc, avec évidemment du papier puis un crayon, pas d'ordinateur. Hein, en dessous de la pluie, on s'entend qu'on... Même si je suis la tête sous un toit, évidemment, quand il y a un orage, ça tombe. Et dans le cas au moment où j'ai écrit l'histoire, ça tombait pas de façon verticale. Ça s'en venait pas mal sur mon bord parce qu'il y avait du vent. Mais ça fait que je me replonge. J'étais frigorifiée quand j'ai écrit cette scène-là, ça n'avait pas de bon sens. Mais je me replonge donc dans les histoires pour être en mesure d'écrire quelque chose de particulier. Et vous allez lire une des scènes, entre autres, où il y a une attaque. Il y a une attaque, mais par une entité, par quelque chose qui est invisible, qu'on ne voit pas. Et il y a plusieurs années, je me retrouvais dans un appartement. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui voit les fantômes ou des choses comme ça. Je ne vois pas, on va le dire comme ça. J'ai eu des feelings, des sensations, des mauvais pressentiments, des choses comme ça, mais je ne vois pas les fantômes. Je connais des gens qui voient les fantômes, qui les voient d'un plein pied. C'est pas mon cas. Et à un moment donné, je suis dans un appartement et il s'est passé de drôles de trucs. J'allais dans le salon, je revenais à la cuisine, les portes d'armoire étaient toutes ouvertes. Alors évidemment, en bonne rationnelle que je suis, bien, je me disais, il y a dû y avoir un gros camion qui est passé dans la rue. Ça a dû faire vibrer le bloc appartement, puis les portes d'armoire ne doivent pas être de niveau. Et c'est ce qui explique probablement le fait que les portes se sont ouvertes. Je retournais au salon, je revenais. J'avais rien entendu comme son de particulier, mais quand j'étais revenue, tous les tiroirs étaient ouverts. Et donc, il est arrivé un certain nombre de petits événements comme ça, un peu surprenants, que je n'expliquais pas vraiment, mais avec lesquels j'ai appris à vivre avec le temps. Et on va attendre que l'auto passe parce que manifestement, elle est bruyante. Il est arrivé comme plusieurs petits événements. Il est arrivé ce qu'on appelle un phénomène de paralysie du sommeil. C'est le terme médical pour dire que quand on est soit entre le sommeil et le réveil ou entre l'éveil et l'endormissement, il y a une phase particulière. Quand on est sur le bord de sombrer dans l'autre phase, il y a une phase où il peut survenir ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Donc, il va y avoir une incapacité à bouger le corps, une impression qu'il y a une présence. Il peut y avoir des hallucinations visuelles, il peut y avoir des hallucinations auditives. C'est extrêmement terrorisant comme phénomène. Et dans mon cas, quand c'est survenu, j'étais pas capable de bouger, j'étais pas capable de parler, j'avais de la difficulté à respirer. J'aurais juré qu'il y avait quelqu'un qui était couché, qui était assis sur ma poitrine et j'étais couchée dans mon lit. Mais il y a eu plusieurs sons, je ne voyais rien, mais il y a eu plusieurs sons et à un moment donné, il y a eu une sensation d'étranglement. J'ai eu peur pour mourir. Et ce sont des souvenirs d'entraînement de karaté et des souvenirs d'un cours de yoga qui me sont remontés parce que dans un cours de yoga, quand j'étais au cégep, on avait fait une méditation et une des participantes au cours était sortie de la méditation en pleurs en disant qu'il y avait des ombres durant sa méditation parce que le professeur de yoga nous emmenait dans un univers que l'on doit créer, qui est un univers où on peut prendre le temps d'aller se reconnecter à soi.
Et l'étudiante a donc dit qu'il y avait des ombres noires, puis elle avait eu très peur. Et le prof lui avait dit, ces ombres-là ne sont pas dangereuses, mais si tu as peur, tu peux t'envelopper d'une lumière blanche et leur dire de partir. Et c'est de ça dont je me suis souvenue quand est survenue la paralysie du sommeil. J'ai donc fait l'exercice tout de suite de m'envelopper d'une lumière blanche, de leur dire de partir. Et à partir de là, l'étranglement a arrêté. Je me suis assise dans mon lit, en panique. J'ai repris mon souffle. Et là, j'ai essayé de rationaliser, d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et je me suis recouchée. Et dès que je me suis recouchée, ça a totalement recommencé. Cette partie-là ne s'explique pas par la paralysie du sommeil. Je n'ai pas de réponse logique à vous offrir sur cette partie-là. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'ai recommencé tout de suite à m'envelopper d'une lumière blanche et là, j'ai crié très fort de partir. Et à partir de là, quand je me suis relevée, évidemment, je ne me suis pas recouchée et j'ai fait le tour de l'appartement en disant et en répétant « Allez-vous-en, c'est chez nous, vous n'avez pas le droit d'être ici ». Mais à partir de là, il y a évidemment plusieurs phénomènes qui sont survenus pour lesquels je ne trouvais pas d'explication logique et rationnelle. Moi, j'ai fait un DEC en sciences, un baccalauréat, donc un premier cycle universitaire en génagogie, c'est de la dynamique des équipes de travail, donc beaucoup de cours de psychologie. J'ai une maîtrise en administration, en développement organisationnel. Donc, moi, je suis quelqu'un de logique, de structuré, de rationnel. Alors là, évidemment, je ne suis pas pantoute dans ma zone de confort. Je suis dans quelque chose que je ne comprends pas, dans quelque chose que je n'ai pas apprivoisé. Mais évidemment, il me revient en mémoire des souvenirs, des trucs qui se sont passés quand j'étais enfant et que j'avais mis de côté parce que je n'avais pas d'explication. Mais à partir de là, je me suis mis à m'intéresser aux phénomènes. Et évidemment, quand on s'intéresse à des phénomènes, on va être à ce moment-là confronté à d'autres gens qui, comme nous, cherchent des réponses, à d'autres gens de tout acabit d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'un de mes amis m'a dit que son père était, entre autres, quelqu'un qui arrêtait le sang. Ma mère connaissait un sourcier. J'ai un ami qui connaissait une femme qui, elle, quand elle était très émotive, les ampoules explosaient chez elle. Et là, je me suis rappelé que dans un des cours de psycho, il nous avait parlé d'expériences qui avaient été faites, entre autres, en Russie, sur la télépathie. Et là, j'ai ressorti les recherches qui avaient été faites à l'époque par le KGB, justement pour essayer de mieux comprendre tout le phénomène de la parapsychologie. Et à partir de là, je me suis mis vraiment à m'intéresser au phénomène, à lire énormément de livres, à regarder beaucoup de documentaires, à regarder évidemment beaucoup d'émissions de chasseurs de fantômes et de trucs du genre. Et évidemment, je me suis intéressée aussi à des lieux particuliers. Je me suis rendue dans des lieux particuliers, dans des maisons hantées aussi, pour être en mesure de me reconnecter. Mais évidemment, quand est arrivée l'histoire à l'appartement, j'ai déménagé pas longtemps après. Je suis allée dans une maison à Montréal et une de mes très bonnes amies était venue à la maison. Puis c'est drôle parce que c'est quelqu'un de très, très rationnel. C'est une psychoéducatrice. Et quand elle était venue chez nous, elle est allée chercher quelque chose au sol, puis elle est remontée, puis elle était blanche comme un drap. Puis là, je comprenais pas pourquoi elle était blanche comme ça. Puis elle m'avait dit « Annabelle, j'aime pas ton sous-sol. On dirait qu'il y a une foule en bas. J'haïs ça. » OK. Et dans cette maison-là, on n'est pas resté tellement longtemps, peut-être un an. Et ensuite, bon, je suis déménagée à Blainville. Et là, je suis tombée enceinte. Et je m'étais un peu intéressée au phénomène, mais je ne voulais pas que mes enfants soient témoins, soient pris avec des phénomènes pour lesquels il n'y aurait pas d'explication. Donc, j'ai fait un rituel d'éloignement. J'ai fait un rituel de fermeture pour être en mesure qu'il ne survienne pas d'éléments étranges. Et j'ai eu la paix, en effet, pendant 3 ans. Le temps, en fait, d'accoucher et que mon fils de 2 ans soit là, et que je tombe enceinte de ma fille. Et là, un matin, mon fils se lève et me dit « Maman, j'aime pas le monsieur dans ma chambre. » Là, je dis « De quoi tu parles? » Il dit « J'aime pas le monsieur qui vient quand je me couche. Là. Je l'aime pas, il est pas gentil. » Là, j'ai dit « Quel monsieur? » Bien, le monsieur qui vient, là, qui est habillé en noir, là, il est pas gentil. Fait que je vais dans sa chambre, je lui demande où il voit le monsieur. Et bizarrement, c'est un endroit où moi-même, j'avais eu des mauvais feelings. Et là, j'ai eu peur. Et je lui ai demandé de le décrire.
Et là, avec lui, on a fait un rituel de purification. Et quelques années plus tard, je me suis dit, là, évidemment, quand ça s'est arrivé, j'ai appelé un ami, j'ai demandé du renfort, j'ai demandé ce qu'il fallait que je fasse. Puis mon ami m'avait dit, ben il dit, tu as le choix. Il dit, tu peux fermer les yeux, fermer la porte, puis à ce moment-là, tu seras d'aucun soutien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vivra pas de phénomène. Ou bien tu t'intéresses et tu l'aides à se protéger. Mais il dit, c'est ton choix, ça dépend de ce que tu es prête à faire pour tes enfants. Et à partir de là, je me suis mis vraiment à plonger, à creuser, à chercher pour être en mesure d'être un soutien, d'être présente, de savoir quoi faire s'il arrivait quelque chose. Mais ça a impliqué évidemment de replonger dans mes propres peurs, de retrouver aussi ces sensations-là. Et ça a été un peu particulier. Ce qui fait aussi que je me suis intéressée à des gens qui étaient très, très rationnels dans leur recherche d'informations, parce que j'ai besoin de ce côté-là où on établit sur des faits, on travaille avec des faits. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une explication pour tout, mais on cherche d'abord et avant tout les faits qui sont vérifiables et non pas juste du feeling, de la sensation. Ça n'empêche pas que je vais beaucoup apprécier tous les films, par exemple, de paranormal. Je vais beaucoup apprécier les visites de vieilles maisons qui grincent puis que les portes s'ouvrent toutes seules, évidemment, quand je passe à côté. Mais je vais, à ce moment-là, y aller de façon avec des explications, évidemment, très logiques et rationnelles. Et il y a tout le temps des éléments pour lesquels je n'ai pas d'explication. Donc, je suis partie avec ces expériences-là, des expériences très personnelles pour vous bâtir une histoire aussi qui se tenait, une histoire qui était plus crédible. Et à chaque fois que j'avais une scène à écrire, je m'organisais pour pouvoir aller vivre un événement, vivre une sensation, la ressentir, pour être en mesure de vous la traduire de la façon la plus crédible possible, de la façon la plus humaine et avec le plus de sensations pour que vous en retiriez vraiment quelque chose vraiment d'intéressant. Est-ce qu'il y a des aspects encore à découvrir? C'est sûr. Comme je dis, c'est le tome 1. Ce n'est qu'une partie de la vérité, une partie de l'histoire. Mais si vous êtes attentif, vous allez remarquer que mes personnages finissent tous par se croiser dans d'autres livres. Donc, il y a un personnage, entre autres, que vous retrouvez dans Le Lac des Loups, que l'on surnomme Katsu. Et Katsu est aussi un personnage que l'on retrouve dans L'Ange gardien du samouraï. Et Katsu va être aussi un personnage que l'on va retrouver dans l'Alliance des Ténèbres, qui va sortir sous peu. Donc, il y a des personnages comme ça qui reviennent et vous allez découvrir des liens. Évidemment, les gens qui sont dans le Lac des Loups, au moment où j'ai écrit l'histoire, je me rappelais de karatéka réels parce que l'histoire se passe pendant le camp d'entraînement de karaté. Et alors, inévitablement, je me suis basée sur de vraies personnes. Souvent, je prends 3 personnes, je les mixe ensemble pour donner un personnage. Et c'est ce qui me permet d'avoir une belle richesse dans chacun des personnages. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule.